comme vous le savez. Comment dire, on a publié en fait un vade-mecum sur la notion de projet de territoire que je vous invite tous à lire, relire, partager auprès de notamment de vos élus, mais également de vos partenaires. Et nous avons également publié très récemment un recueil qui s'appelle Des territoires de projets en action, donc, du coup, qui a été une compilation de l'ensemble des différentes enquêtes que nous avons pu mener en 2019 et 2020. Donc, culture, tourisme, mobilité, la gouvernance, donc voilà, tous ces sujets qu'on aura, voilà, vous aurez plaisir à pareil lire et relire en fait dans ce recueil. Et dernier point, en fait, dans 15 jours, nous serons la 5e association nationale à signer un accord de partenariat avec le gouvernement sur les différents enjeux que nous portons, que ce soit en termes de concertation, d'ingénierie, de projets de territoire au sens large. Et nous en ferons part, bien évidemment. La signature a lieu donc du coup le 28 juin avec Madame Pompili, Madame Gouraud et Joël Giraud. Donc, on aura bien sûr le loisir de communiquer. Donc, merci à vous d'être venus pour ce 8e webinaire. Donc, du coup, cette presque réunion mensuelle avec nos partenaires. Nous avons eu en fait 94 inscrits. On verra combien seront réellement présents. Pour lequel nous allons parler des fonds européens sectoriels cette fois-ci. Alors du coup, je vous réponds tout de suite. Le PowerPoint vous sera envoyé en fait dans le compte rendu que vous recevez généralement dans les jours qui suivent en fait le webinaire. Et je vous laisserai en fait après en de très bonnes mains avec Claire parce que nous avons en fait une audition avec le cabinet de Jean Castex dans 25 minutes maintenant. Et Claire sera là pour animer avec Paco. Donc, ce qui me donne l'occasion de remercier à nouveau nos deux intervenants, en fait Claire Sarda-Vergest, donc Europe Direct Pyrénées, qui en fait va animer, qui est par ailleurs administratrice de la NPP. Merci à toi Claire, et ainsi qu'à Charlène, qui est chargée de mission consultante en fait à Cap Europe, donc partenaire maintenant depuis plusieurs années et que nous faisons régulièrement intervenir. Sans plus attendre, Claire, je te laisse la main. Excellent webinaire à tous et je vous dis à très bientôt. Merci, Michael. Bonjour à toutes et tous pour ce nouveau webinaire que l'on fait à nouveau en binôme avec Charlène de Cap Europe. Donc, juste puisque un petit rappel, même si maintenant vous commencez à connaître le réseau Europe Direct, mais la dernière fois qu'on s'était vu, je vous avais dit que le réseau était en cours de renouvellement et ça y est, c'est officiel. Le nouveau réseau Europe Direct 2021-2025 est en place avec 48 centres en France, dont 2 outre-mer, un pour Antilles-Guyane et un pour la Réunion Mayotte, et un en Corse, alors qu'il n'y en avait plus aussi en Corse. Donc, vous avez dorénavant des centres Europe Direct près de chez vous, dans toute la France, où que vous soyez. Donc, n'hésitez pas à solliciter mes collègues du réseau pour toute information derrière. Juste un petit mot aussi sur la conférence sur l'avenir de l'Europe, parce que c'est d'actualité. La plateforme numérique a été lancée en avril. Vous pouvez vous exprimer en tant que citoyen, citoyenne, sur différentes thématiques, changement climatique, migration, démocratie, état de droit ou autre, développement durable. Voir ce que les autres disent et interagir. Elle est multilingue, tout est traduit, donc c'est intéressant. Et surtout, vous pouvez aussi organiser en tant que territoire, vous pouvez organiser des événements, des temps d'échange citoyens pour que
les habitants de vos pays PETR et PNR puissent s'exprimer, etc. Vous choisissez, il est difficile de traiter tous les thèmes en même temps, mais vous pouvez choisir un ou deux thèmes privilégiés et lancer des événements. Donc, pour vous aider aussi à l'organisation éventuellement d'événements, dans chaque région, la Commission européenne, dans les 27 États membres, dans chaque région, la Commission européenne a désigné un hub pour faciliter les échanges et l'appui à l'organisation d'événements. Donc, nous, on a été désigné comme hub pour la région Occitanie, mais d'ailleurs, dans la dernière version du PowerPoint que je transmettrai à Michael, je rajouterai aussi un lien vers la carte interactive, vers les hubs en région. Donc ça, voilà, c'était la petite intro. Nous sommes le réseau généraliste d'information sur l'Union européenne et je vous remettrai pour mémoire les autres réseaux thématiques qui existent sur l'Union européenne, qui ne sont pas tous connus. Un réseau sur l'environnement, les réseaux plus sur les informations juridiques quand il y a des choses qui coincent, les réseaux pour les consommateurs, les réseaux pour entreprises, recherche, développement, ça peut plus vous intéresser pour Horizon Europe et le réseau aussi pour les entreprises EEN. Et enfin, tous les réseaux thématiques qui existent sur l'emploi, la formation, la mobilité, la jeunesse. Donc, quand vous cherchez de l'information sur l'Europe, près de chez vous, vous pouvez trouver de l'information. Voilà. Donc, aujourd'hui, comme le disait Michael, nous allons nous concentrer sur les programmes sectoriels. Les priorités de l'Union européenne, qui sont au nombre de 6 pour cette mandature, pour 2019-2024, se traduisent dans le cadre financier pluriannuel qui a été aussi revu et boosté par le plan de relance et les dispositions qui sont mises en œuvre, ce qui nous donne un budget 2021-2027 avec le plan de relance qui est d'une ampleur assez inédite, donc de 1 824 milliards d'euros, et dont le plus gros va sur la politique de cohésion et le reste sur les politiques plus sectorielles, etc., même si dans le bloc valeur, il y a aussi des politiques sectorielles. Ça, c'était pour le plan de relance. La Commission est en train, on a encore approuvé deux aujourd'hui, la Commission européenne est en train de valider la modification des programmes opérationnels 14-20 pour intégrer les crédits REACT-EU, programme opérationnel par programme opérationnel. Donc aujourd'hui, c'était le tour du Nord et de Bourgogne-Franche-Comté, je crois. Il y a eu trois régions. Donc là, c'est important à savoir, il va y avoir des crédits en attendant la mise en place de la nouvelle génération de programmes 21-27 pour la politique régionale. Il y a des crédits qui vont être réabondés sur la fin des programmes 14-20, sur les priorités du plan de relance, à savoir la transition énergétique, transition numérique, mais aussi tout ce qui est emploi, suivant les régions, emploi social et santé. Donc, ça, c'est en cours. Aujourd'hui, vous avez l'architecture des programmes européens 21-27 avec la politique agricole commune, mais on sait que la nouvelle PAC ne démarrera qu'en 2023 et on suivra bien sûr les accords du trilogue pour voir à quelle sauce est mangé leader et
et plus encore, nous allons suivre avec la NPP à quelle sauce aussi, quelle est la place donnée au rural non agricole dans le plan stratégique national. Mais nous y reviendrons plus tard. Pour la politique de cohésion, les règlements sont en cours d'approbation par le Parlement européen. La semaine dernière, le règlement FSE+ a été adopté par le Parlement européen et à la prochaine session du Parlement de fin juin, on attend l'approbation du règlement transversal, du règlement FEDER et du règlement coopération territoriale européenne. Donc, on reviendra vers vous sans doute à la rentrée pour un webinaire plus spécifique sur la politique de cohésion. Donc, il y a les autres Excuse-moi, je ne sais pas s'il s'agit que de moi, mais je ne vois pas ton PowerPoint. Ah, pardon, j'ai oublié de... il est temps que tu me le dises parce que je pouvais... Alors, désolé. Alors, partager. Hein, mais alors, bon. Alors, je repasse rapidement. Alors, vous aurez la carte du réseau Europe Direct, les différents réseaux thématiques, le cadre financier pluriannuel et j'en étais à l'architecture des programmes européens que vous voyez maintenant. Donc, première colonne, la PAC, on verra plus tard, la politique de cohésion dès la rentrée, dès l'approbation du paquet législatif. Et par contre, on reviendra vers vous prochainement pour la politique de cohésion parce que l'accord de partenariat, la dernière version avant transmission à la Commission européenne officielle, devrait nous être transmise pour, dans le cadre de la concertation au sein de l'INCOPAP cette fin de semaine. Donc, Michael risque de vous solliciter pour un dernier avis sur cet accord de partenariat. Et une fois que le paquet législatif sera approuvé, que l'accord de partenariat sera transmis à la Commission européenne, les autorités de gestion doivent transmettre dans les 3 ou 4 mois, je ne sais plus si c'est 3 ou 4, leur programme opérationnel à la Commission européenne. On revient vers vous à l'automne. Dans les autres fonds européens qui sont assimilés, qui sont inclus dans le règlement transversal, le FEAMP, le famille pour l'immigration et l'intégration, c'est pareil, là c'est encore en cours d'approbation. Et nous allons aujourd'hui nous consacrer aux programmes sectoriels qui sont souvent peu connus, méconnus et qui peuvent constituer pour les territoires de projet, qui peuvent constituer des niches intéressantes. Est-ce que, petit sondage au sein du réseau et des participants, quels sont les territoires de projet qui ont déjà mobilisé un fonds sectoriel, LIFE, Erasmus, Horizon 2020 qui maintenant s'appelle Horizon Europe. Alors, levez vos petites mains. Je vois, il n'y a pas beaucoup de petites mains qui se lèvent, a priori. Deux seulement? 3?
Donc, eh ben, on va faire mieux la prochaine fois. On va faire mieux sur cette génération de programmes. Donc, je reviens sur l'architecture. En fait, suivant les thèmes que l'on a, quand on parle d'affaires sociales, il y a le FSE+, mais quand on parle éducation, formation, jeunesse, sport, il va y avoir du FSE, du FEDER maintenant pour l'investissement et les infrastructures pour les organismes de formation, mais aussi Erasmus+, qui ne concerne pas que les étudiants, et on va y revenir, Europe créative. Pour les infrastructures de transport, il y a plusieurs mécanismes et fonds qui existent. Pour l'environnement, le changement climatique, j'ai mis qu'il était maintenant partout, c'est-à-dire qu'il y a les programmes dédiés comme le programme LIFE, dont on va parler, mais même les programmes comme Erasmus ou le Corps européen de solidarité vont devoir intégrer une dimension verte, une dimension inclusive, etc. Donc, comment s'y repérer? Déjà, mais ça vous le savez sûrement puisque vous accompagnez aussi des porteurs de projets, les financements européens, quelques règles à connaître, ce n'est pas pour financer le fonctionnement d'une structure, mais des projets. Et un même projet, une même dépense ne peut pas être financée par deux fonds européens. Et attention aux financements européens cachés, comme les emplois aidés, où là aussi, en ce moment, sur le plan de relance, avec les crédits européens qui sont injectés dans le plan de relance, y compris pour des actions, notamment pour l'emploi, etc. Mais là, pour l'instant, on est toujours dans l'attente. Certes, il y a eu des lignes directrices de partage, mais on est toujours dans l'attente d'une clarification très nette pour les porteurs de projets de est-ce que mon projet retenu dans le cadre du plan de relance est sur une ligne européenne ou pas, pour savoir si il peut mobiliser en complément des crédits européens. Alors, sur les programmes sectoriels, on va raisonner, on va le voir par appel à proposition. Il y en a 1, 2, maximum 3 par an, suivant les programmes. Et donc, il faut anticiper, on ne dépose pas un dossier pour une action à réaliser le mois suivant. Donc, c'est important justement quand vous aurez repéré un programme qui potentiellement vous intéresse, de connaître la périodicité des appels à propositions et de pouvoir anticiper pour dire si mon action se déroule au premier semestre 2022, il faut que je dépose le dossier au dernier carat sur l'appel à proposition de l'automne 2021, par exemple. Ensuite, mais vous avez l'habitude quand vous gérez, quand on a géré Leader, on peut tout gérer au niveau européen maintenant. Donc, au niveau respect des règles, suivi des pièces comptables, obligations de publicité, archivage, vous connaissez les règles et elles s'appliquent pour l'ensemble des programmes européens. Les questions à se poser, l'Europe, par contre, ne finance pas tout. Ce n'est pas pour rien que tout à l'heure, j'ai montré, même si vous ne l'avez pas vu, j'ai remontré les priorités 2019-2024. Un projet qui n'aurait aucun lien avec une des 6 priorités a peu de chances d'être éligible dans le cadre d'un programme européen. Donc,
C'est important de voir quels sont les objectifs de mon projet et en quoi ça pourrait correspondre à un des objectifs européens. Ensuite, d'un programme à l'autre, on n'a pas le même type de bénéficiaires éligibles, de cibles. Donc, c'est important de savoir si le projet, soit il concerne la structure du territoire de projet, soit il concerne un porteur de projet que vous accompagnez. Important de savoir si c'est une structure associative, une collectivité territoriale, ou etc. Parce que les mêmes financements ne pourront pas être mobilisés. Ensuite, moi, quand les personnes m'appellent pour me dire j'ai un projet, est-ce qu'il peut être financé par l'Union européenne? J'ai besoin de savoir quel type. Ah, le conseil départemental des PO nous rejoint. Quel type de dépenses vous envisagez? Est-ce que ce sont des dépenses matérielles, immatérielles, le calendrier? Est-ce que vous avez déjà des cofinancements? Ces petites questions, quand vous vous adresserez à des structures pour vous accompagner, pour identifier le bon projet, seront toujours nécessaires. Et moi, je les pose systématiquement, ou mes collègues, avant de me passer les fiches projets, les posent systématiquement aux porteurs de projets qui nous sollicitent. Ensuite, la difficulté, et on va essayer avec ce webinaire de vous donner des pistes, c'est de voir quel programme pour mon projet. Donc, en effet, ce que vous connaissez le mieux, ce sont, une fois qu'ils seront sortis, ce sont les programmes opérationnels de la politique régionale et le FEADER, et encore plus LEADER. Mais parfois, il peut y avoir des projets qui ne rentrent pas dans ces cases ou qui, par leur dimensionnement, il serait peut-être plus opportun de les orienter vers un programme sectoriel. Donc, soit vous avez bien repéré le programme qui vous intéresse, et dans ce cas-là, vous allez aller vers le gestionnaire ou service instructeur pour vérifier l'éligibilité, vérifier les critères de sélection, les formulaires, le calendrier de dépôt des dossiers. Là, c'est assez simple. Si vous n'avez pas identifié de programme, vous-même, je pense que vous êtes sollicité par des porteurs de projets. Si vous ne connaissez pas la réponse, vous pouvez vous tourner vers les pôles ou Mission Europe des conseils départementaux ou la région, ou le réseau Europe Direct pour identifier le programme. Et puis, il y a des outils qui existent en ligne. Il y a l'outil, je ne sais pas si quelqu'un d'aide territoire s'est inscrit au webinaire, je ne sais pas s'ils sont là. Il y a aide territoire, et pour notre part, nous avons commencé à réalimenter la boussole d'orientation pour les nouveaux programmes 2021-2027. Donc là, est-ce que vous voyez mon site internet? Non, on ne le voit pas. Alors. Voilà. Est-ce que là, vous le voyez? Oui, c'est parfait. Donc là, voilà, au fur et à mesure là, de la publication des règlements au journal officiel, c'est chaque semaine, il y en a un ou deux, on commence à remplir des petites fiches sur chacun des programmes. Donc, je vous montre un modèle, citoyenneté, égalité, droits et valeurs, un rapide descriptif et une fiche pratique qui, elles seront toutes. Est-ce que là, vous voyez ma fiche pratique aussi?
Oui, Oui. Oui, on la voit. Elles seront toutes formatées de la même façon, avec les objectifs généraux, les objectifs spécifiques, les actions financées, les liens vers appel à proposition, la documentation, qui est chargée de quoi au niveau européen, national et régional. Donc, toutes les fiches programmes seront présentées comme ça. Et donc, quand on ne sait pas si ce qui se cache derrière ces programmes, on a une boussole d'orientation qui permet, je suis un organisme public en Occitanie et je recherche un programme éducation-formation, je lance la recherche et ça va sortir Erasmus, etc. Donc là, la boussole, j'ai bien mis en cours de mise à jour parce que on est en train de mouliner et pédaler derrière chaque programme pour pouvoir avoir d'ici la fin de l'été une boussole à nouveau opérationnelle. Et donc, vous avez aussi donc l'outil Aide Territoire dont j'ai parlé. Et enfin, si votre projet nécessite des partenaires transfrontaliers ou transnationaux, les agences ou autorités mettent en ligne souvent des bourses à partenaires, mais vous pouvez aussi vous appuyer sur le réseau Europe Direct pour vous accompagner. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, juste pour la différence, même si, j'allais dire, je dis différence, parce qu'avant, sur la politique régionale, on était dans le... et sur le FEADER, on était le plus souvent sur un dépôt au fil de l'eau. On s'oriente de plus en plus vers des appels à propositions et des dates de dépôt, etc. Mais sur les programmes sectoriels, on est vraiment sur une logique d'appels à propositions qui sont émis directement par la Commission européenne ou via les agences exécutives, mais avec des dates butoirs, etc. Les agences exécutives ont été revues pour la période 21-27. Elles sont au nombre de 6. Vous les avez ici. Il y a une agence pour le climat et les infrastructures, une pour la... Alors, pour la recherche, c'est compliqué. Vous allez le voir, au Horizon Europe, il y a des bouts qui sont entre plusieurs agences. Pour l'éducation et la culture, on est sur EACEA. Et il y a une nouvelle agence pour la santé et le numérique. Donc là, je ne le détaille pas, mais en effet, pour chacune, vous voyez que Horizon Europe est partagé entre plusieurs agences, etc. Pour d'autres, c'est plus simple, comme Europe Créative, Erasmus, Citoyen, etc. Il n'y a qu'une agence qui gère ces programmes. Mais ça vous permettra au cas où de vous repérer. Voilà pour ce cadre général. Peut-être avant de passer la main à Charlène pour voir un peu les principaux programmes sectoriels qui peuvent intéresser les territoires de projet. Paco, est-ce que tu as vu des questions dans le chat sur cette première partie? Alors, dans le chat, non. En revanche, une personne lève la main. Alors, Mille Dunkerque, je suis désolée, il n'y a pas votre nom. Si vous souhaitez prendre la parole, allez-y. Juste désactivez votre micro. Bonjour. Non, c'est simplement pour dire que c'est la première fois que j'assistais à ce type de réunion, donc j'étais très, très ravie d'y être. Merci. D'accord, merci. Et c'est quel territoire? La communauté urbaine de Dunkerque. D'accord.
Merci, bienvenue. Merci. Bienvenue. Et donc, vous avez, il y a un centre Europe Direct à Dunkerque qui est tenu par ma collègue Nathalie Legros. Voilà, Nathalie Legros, oui, tout à fait. Voilà. Donc, sur cette partie, bon, écoutez, moi, je vous propose qu'on avance, hein, puis ensuite, justement, c'est peut-être les programmes sectoriels qui vous feront un peu plus réagir. Donc, je donne la parole à Charlène. Voilà. Alors, bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. J'espère que ça ne résonne pas trop. Je suis dans une salle qui résonne un petit peu, donc n'hésitez pas à me dire si vous deviez pas très bien m'entendre. Ça va? Tout le monde m'entend bien? Ok. Donc, effectivement, pour la présentation un petit peu des programmes sectoriels pour 21-27, voilà, je vais vous faire une présentation un petit peu programme par programme. Là encore, si vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre en commentaire ou à lever la main et Claire et moi nous ferons un plaisir, bien sûr, de vous répondre. Alors, on commence par le programme LIFE, donc, dont le règlement a été publié le 29 avril 2021. Alors là, tous les règlements sont très récents, hein, sont très fraîchement publiés. Donc, le 29 avril 2021, programme LIFE donc, pour l'environnement et pour l'action sur le climat. Le budget pour 2021-2027, on sera sur 5,4 milliards d'euros qui vont être en fait répartis selon 2 volets, comme vous pouvez voir. Donc, on a un volet environnement et un volet action pour le climat qui eux-mêmes ont des sous-programmes. Donc, au côté environnement, on est sur une dotation de 3,48 milliards d'euros avec le sous-programme nature et biodiversité, sur lequel seront versés 2,1 milliards, et le sous-programme économie circulaire et qualité de vie avec 1,3 milliard. Le sous-programme nature et biodiversité, on est sur des actions de type protection de la nature, des projets, tout ce qui concerne gestion, restauration, la surveillance des sites Natura 2000 également. Voilà pour l'environnement. Et pour le climat, on a 2 sous-programmes, donc atténuation du changement climatique et adaptation à celui-ci, avec 947 millions d'euros, et le sous-programme transition vers l'énergie propre, avec 997 millions d'euros. Ce qui est à noter, c'est que les subventions, elles peuvent aussi financer des activités qui sont en dehors d'un État membre. Mais dans tous les cas, voilà, il faut toujours que ce soit un projet qui poursuive des objectifs environnementaux et climatiques. Concernant le taux de cofinancement, donc pour ce programme LIFE, on aura maximum 60% de coûts admissibles, ou pour certains projets qui seront notamment financés au titre du sous-programme nature et biodiversité, donc dans le volet environnement, le premier volet, on peut avoir jusqu'à 75% de cofinancement. Voilà, ça c'est article 9 du règlement qui a été publié dans le PowerPoint auquel vous aurez accès. Vous voyez que en fait, là où il y a écrit avancement, la date de publication en fait renvoie vers un lien qui vous renverra directement vers les règlements pour plus de détails. Pour le programme LIFE, c'est bon. C'est bon pour moi, Claire. Voilà, on vous a mis un petit exemple de l'application de ce programme LIFE avec les pâturages tournants dynamiques. Donc, sur un objectif d'améliorer la productivité de l'herbe, autant en qualité qu'en quantité, d'augmenter la durée de vie des prairies, limiter la fertilisation et accroître la pérennité des exploitations spécialisées en élevage. Voilà, c'était pour vous donner une petite idée un petit peu de ce que ce type de programme peut financer. Alors, les quelques exemples que l'on va vous donner, on a fait exprès de montrer des projets où des territoires, pays, PNR, etc., sont impliqués et partie prenante pour vous montrer que c'était possible. Là, le coût total du projet montre qu'on n'est pas sur la taille d'un projet leader quand même. Hein. Le total du projet de 2,7 millions et subventions européennes à 1,3 million. On change de division en termes de durée de projet et de montant. Voilà.
Voilà, donc c'était pour vous donner, c'est vrai que sur les programmes qu'on présente, on vous donnera des petits exemples d'application de ce programme. Voilà, là c'était un exemple pour Life. Maintenant, si c'est bon pour tout le monde, on peut peut-être passer à un programme suivant. Pour Life, juste peut-être un petit complément. Je pense que justement, Life, c'est l'exemple de programme sectoriel qui va pouvoir compléter la politique régionale sur changement, transition énergétique, mais aussi le FEADER avec la gestion du réseau Natura 2000, etc. Donc, là, il y a une vraie complémentarité entre le programme sectoriel et les fonds de la politique de cohésion et du FEADER. Allez, Alors, programme. Juste, il y a quelques questions sur Life dans le chat. Oui. Sur une gestion financée par le FEADER avec Life Natura 2000, y a-t-il une ligne de partage? Et aussi quelques exemples de projets d'économie circulaire et qualité de vie. Alors, pour le premier point, l'animation des sites Natura 2000, c'est du FEADER, etc. C'est pas du live. Live, ça va être plus de l'échange de pratiques avec d'autres territoires, de la capitalisation du projet innovant, mais on n'est pas dans la gestion du programme Natura 2000. Sur l'économie circulaire et le deuxième thème, c'était des projets 2021-2027, oui. pardon. Oui. Oui. Alors, sur l'économie circulaire, c'est une thématique qui n'était pas nommée en tant que telle sur les programmes 14-20. Donc, c'est des nouveautés qui sont liées au pacte vert pour l'Europe, qui intègrent notamment la stratégie de la ferme à la table et des stratégies liées à justement des modes de production plus verts, etc. Donc, ce sont des thématiques qui vont être nouvelles sur cette génération de programmes. Alors, je n'ai pas en tête, il y en a peut-être eu de tests, je n'ai pas en tête un exemple de projet LIFE sur la période 14-20 qui traite de l'économie circulaire, mais en tout cas, ça va être une montée en puissance de ce type de thématique. Alors, comme je partage mon écran, il faudrait que j'investisse dans un écran parce que je ne peux pas chercher en parallèle sur ça. Mais en tout cas, je note les différentes remarques et questions et comme ça, si avec le PowerPoint, on pourra vous transmettre des exemples. Alors, pour répondre à la question de Estelle Opigez sur le fait de savoir programme par programme les types de dépenses éligibles, on a dans certains règlements quelques indications là-dessus. Après, alors Claire, tu me dis si je me trompe, mais c'est vrai que je n'ai pas vu d'informations forcément très, très précises à ce stade sur vraiment les dépenses éligibles. Voilà, on a des informations naturellement par rapport au règlement, mais on n'a pas d'informations d'une précision. Sur les fiches pratiques que l'on a mis en ligne, il y a les types, il y aura pour chaque programme le type d'action financée. Ensuite, c'est vrai que là, par exemple,
on va le voir tout à l'heure sur le projet Europe créative. Voilà, on voit les actions financées, les plateformes culturelles, les réseaux, le soutien aux organismes. Voilà. Donc, en fait, là, il faut rentrer. L'idée, c'était plus de faire un panorama, de vous donner les outils. Ce que je pourrais faire, c'est sur chaque programme, peut-être mettre le lien directement en bas. Je mettrai le lien en bas sur chaque fiche qui détaille les dépenses éligibles. La difficulté, c'est que sur un programme comme Life, on peut avoir, ça ne sera pas toujours le cas, hein, mais on peut y avoir à la fois de l'investissement et du fonctionnement. On peut y avoir de l'investissement sur des projets pilotes qui servent d'expérimentation, etc., en termes de conduite, nature et biodiversité et autres. Sur d'autres programmes, on ne sera que sur de l'immatériel, sur de l'échange, sur des déplacements, etc. Mais on ne financera pas de l'investissement. Et vous vous doutez que quand on a des projets sur Life qui sont de 2 millions d'euros, ce n'est pas que du fonctionnement. Sur la question des territoires éligibles au programme LIFE, alors personnellement, je vois dans le règlement qui précise que la Commission donc, cherche à assurer une réelle couverture géographique de l'ensemble du territoire de l'Union, qui soit fondée donc, sur la qualité des projets, plus que sur la localisation, j'imagine. Par définition, il n'y a sur les programmes sectoriels, il n'y a pas de zonage, sauf exception, comme par exemple, il va y avoir le Fonds pour la transition juste qui cible des territoires, etc. Mais s'il n'y a pas de mention spécifique, c'est que l'ensemble du territoire européen est concerné de la même façon pour tous et partout. Donc, c'est quelque part plus simple pour moi de faire une présentation pour vous sur les programmes sectoriels que sur la politique régionale où on n'aura pas les mêmes types d'aides qui vont être retenues en Nouvelle-Aquitaine que sur les Hauts-de-France. Donc là, on a, ce sont des appels à propositions qui sont non territorialisés. Par contre, sur Life, sur le volet nature, biodiversité, etc., il y a certains types d'actions qui peuvent être fléchés sur les sites Natura 2000. Donc, c'est plus la nature des espaces qui compte que leur localisation sur telle ou telle région. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou si on peut passer au prochain programme. Alors, pour l'instant, je ne vois pas de questions, il n'y a pas de main levée, donc je pense qu'on peut enchaîner. Alors, allons-y. Donc, le second programme qu'on vous présente, c'est le programme Citoyen, Égalité, Droits et Valeurs, publié le règlement du 28 avril 2021, j'ai sous les yeux, pour un budget de 1,4 million d'euros. Non, milliard. Voilà. L'objectif de ce programme, c'est la protection et la promotion des droits et valeurs qui sont consacrés par les traités, par la charte et par les conventions internationales relatives aux droits de l'homme. Donc, c'est un programme en fait donc l'objectif, voilà, c'est d'appuyer les organisations de la société civile, les autres parties prenantes, que ce soit au niveau local, régional, national ou transnational, et également d'encourager la participation des citoyens et participation démocratique. C'est un programme donc qui se forme sous 4 volets. Un premier volet, valeurs de l'Union, qui a pour objectif de protéger et de promouvoir les valeurs de l'Union. C'est le volet sur lequel il y a le plus de budget qui va être axé.
On a un second volet égalité, droit et égalité des sexes, donc promouvoir l'égalité, combattre les discriminations. Le volet engagement et participation des citoyens, donc encourager la participation à la vie démocratique de l'Union. Et enfin, le volet appelé Daphné, c'est-à-dire pour la lutte contre la violence faite aux femmes, aux enfants et aux personnes vulnérables. Voilà, on a des exemples d'appels à propositions qui ont été, que vous pourrez trouver donc en lien juste en dessous sur cette page-ci. Et qui, voilà. Donc, autant pour la protection des droits de l'enfant, pour combattre donc la violence sur le genre et puis la violence contre les enfants. Et les programmes aussi pour les jumelages de villes, réseaux de villes, rencontres de citoyens ont été publiés. Ils sont aussi tous en ligne sur notre site. Ce programme, en fait, il regroupe différents programmes de la génération précédente, comme le programme L'Europe pour les citoyens, qui finance les jumelages, les rencontres de la société civile sur des thématiques et sur les jumelages, contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas réservé aux seules communes. C'est-à-dire que sur les rencontres de la société civile, etc., des regroupements de collectivités territoriales, etc., sont également admises dans la mesure où elles développent des actions de ce type. Il y a aussi d'ailleurs des comités de jumelage qui sont passés d'une dimension communale à une dimension intercommunale. Voilà. On n'a qu'à avancer. S'il n'y a pas de questions, pas comme tu nous dis, s'il y a des questions, on n'a qu'à... Alors, on a une dans le chat, si le budget cité est bien à l'échelle communautaire. Oui, ce n'est pas uniquement oui. pour la France. Okay. Ah non, c'est le budget communautaire, 1441 millions d'euros. Voilà. Donc, on voit bien aussi la taille des différents budgets d'un programme à l'autre qui sont... voilà. Ok, pas d'autres questions. Un gros morceau, Erasmus. Alors, voilà. Donc, Erasmus, effectivement, un gros morceau. Un règlement publié le 20 mai 2021. Erasmus+, donc ce sera 26,2 milliards d'euros de budget, ce qui, si je ne dis pas de bêtises, est le double du budget alloué à la programmation 2014-2020. Donc Erasmus, bon, je pense que tout le monde connaît un petit peu, toujours le soutien au développement éducatif, professionnel et personnel dans les domaines donc, de l'éducation et de la formation, de la jeunesse et également du sport. L'objectif, c'est encore et toujours la mobilité donc à des fins d'éducation et de formation, l'apprentissage tout au long de la vie, avec comme nouveauté pour 2021-2027 donc un programme plus inclusif et innovant, plus numérique, plus écologique. Donc oui, voilà des nouveautés qui s'axent bien un petit peu sur tout ce qui nous importe à ce jour, avec voilà, une accessibilité accrue et des formes de mobilité plus souples et de nouveaux partenariats à petite échelle. Donc, en termes d'éligibilité, Erasmus+, c'est pour tout organisme public ou privé donc, qui œuvre dans des domaines d'éducation, de formation, de jeunesse et de sport. En lien de ce diaporama, vous trouverez le guide du programme 2021 ainsi que les appels à propositions 2021. Pour information, le budget sur l'appel à proposition 2021, il est de 2453,5 millions d'euros. Voilà. En pratique, Erasmus+, pour 21-27, c'est 3 actions clés. La première, c'est la mobilité à des fins d'éducation et de formation. La seconde, ce sera la coopération entre les organisations et les établissements. La troisième action clé, c'est le soutien à l'élaboration des politiques et à la coopération. Et on a toujours l'action Jean Monnet
qui concerne notamment l'enseignement supérieur et autres domaines de l'éducation, qui est plus sur les débats liés à l'intégration européenne, des colloques et des réflexions sur l'intégration européenne. Alors, je sais pas, voilà. Donc pour l'architecture, vous retrouvez sur la petite image du haut les actions clés telles que je viens de vous les présenter et toujours donc les objectifs bien sûr qui font Erasmus+. Et sur l'image du bas, vous voyez bien encore une fois l'action clé à chaque fois avec en fait ce qu'elle englobe un peu plus précisément. Donc pour l'action clé numéro 1, on est autant sur la mobilité des étudiants que des personnels. L'action numéro 2, voilà, c'est les partenariats de coopération, d'innovation, d'excellence. L'action clé numéro 3, on est sur le soutien à la réforme des politiques publiques. Et les actions Jean Monnet, comme je vous le disais, c'était les chaires, les modules, des réseaux et des débats. Alors, ce qu'on a pu aussi donner un exemple de calendrier. Hein, oui, voilà. Donc, c'est des éléments qu'on retrouve également dans l'appel à proposition qui a été publié pour 2021. Donc, des calendriers, des dates de dépôt, des projets pour Erasmus+. Sauf que si vous êtes insomniaque, pour l'action sport, il y a eu un délai qui a été accordé et on n'est plus sur le 20 mai, mais si vous êtes capable en 2 jours de faire un dossier, la nouvelle date, c'est 17 juin. Donc, pour les actions sport. Donc, nous sommes le 14, vous avez 3 jours. À vos dossiers. À vos dossiers. Alors, par contre, ce qui peut être intéressant, puisque là, vous vous dites, merde, vous vous dites, c'est dommage, on a loupé le premier round. Ceux qui sont partis au premier round, c'est ceux qui étaient déjà rodés, qui avaient déjà en tête, etc. Moi, je vous invite quand même à aller voir les appels à propositions et les faire, notamment y compris sur le sport, sur le premier round, parce que ça peut vous permettre de vous préparer pour le 3 novembre. Les formulaires sont déjà en ligne et donc l'avantage, c'est que là, vous avez du temps pour vous préparer pour le deuxième round. Ne vous dites pas, bon, on va laisser passer l'été. Commencez déjà à regarder ce qui est demandé pour chaque dossier. Et en effet, j'attire votre attention sur la nouveauté de ce programme 21-27, sur les partenariats à petite échelle, qui sont des dossiers pour les néophytes d'Erasmus, ceux qui ne sont pas habitués au programme, qui veulent démarrer un petit projet avec peu de partenaires sur une durée plus limitée et qui veulent se lancer. Et c'est des enveloppes forfaitaires qui sont données, mais c'est intéressant. Alors, Claire, on avait juste une demande. Est-ce que tu peux faire basculer le PowerPoint en plein écran, s'il te plaît? Ça sera peut-être effectivement plus simple. Oui, alors, parce que si je le mets en plein écran, moi, derrière, je ne peux plus vous voir ni voir le chat. C'est ça qui est… Là, vous ne voyez pas assez. Je vais l'agrandir au maximum. Ça ne fera pas beaucoup plus hein, si je le mets en plein écran. Est-ce que là, vous le voyez mieux? Bon, c'était cette image qui était peut-être… Oui, c'est quand même mieux là. Voilà. Vous n'hésitez pas à nous redire dans le chat. Voilà, donc quelques exemples après sur Erasmus, sur l'application du programme Erasmus. Donc sur Erasmus Jeunesse, on a les échanges de jeunes de 13 à 30 ans, pardon. Donc voilà, qui permettent de se rencontrer autour d'un thème, de développer des compétences diverses. L'objectif, donc, favoriser le dialogue, l'apprentissage interculturel, développer, renforcer les compétences
des jeunes, renforcer les valeurs européennes. Enfin, de toute façon, je pense que tout le monde connaît un petit peu Erasmus. Donc, en termes de lignes budgétaires, c'est peut-être ça qui est intéressant, de comprendre un peu comment ça fonctionne. Vous avez voilà, différentes lignes budgétaires, le soutien voyage, le soutien individuel, etc. Le tableau donc, qui reprend un peu le mécanisme de financement donc par forfait ou coût réel selon la ligne budgétaire. On est essentiellement sur du forfait. Voilà, tout à fait. Ça peut être intéressant sur les territoires de projet, sur des dynamiques, sur des thématiques comme le développement durable, comme le numérique, les usages du numérique pour les jeunes, etc. De leur proposer un échange de jeunes sur vos territoires en travaillant avec le réseau Information Jeunesse ou Eurodesk, etc. Ça peut être une manière d'impliquer peut-être des jeunes qui pourraient être des futurs membres des conseils de développement, ou etc. Mais c'est intéressant et honnêtement, ce sont des dossiers très simples à monter. Donc là, il ne faut vraiment pas se... c'est très simple et en effet, c'est des coûts forfaitaires. C'est assez facile de monter ces projets. Alors, une question sur qu'est-ce qu'un partenariat de coopération? Partenariat de coopération, c'est quand justement, par exemple, sur un partenariat de coopération, on peut imaginer que sur une thématique, le numérique dans l'apprentissage, ou etc., on puisse avoir à la fois un établissement scolaire, une collectivité territoriale, une association. Donc, en fait, c'est là où vous pouvez être, en tant que territoire de projet, membre et porteur d'un projet Erasmus. Il faut surtout se sortir de la tête que Erasmus, c'est pour l'éducation, le système scolaire, etc. Non, il y a beaucoup de choses qui peuvent... voilà. Et donc, le partenariat, c'est justement la communauté urbaine de Dunkerque, qui peut, d'ailleurs, qui a déjà fait et mobilisé des Erasmus, qui peut s'associer avec différents types de partenaires. Si on se dit, on veut lutter ensemble sur une démarche sur le décrochage scolaire, sur l'environnement, etc., ça peut être intéressant qu'il y ait à la fois des partenaires du scolaire, mais aussi les associations ou les collectivités qui mettent en place des dispositifs d'accompagnement hors cadre scolaire pour les jeunes décrocheurs ou à risque de décrochage. Pour donner un exemple. Chacun sort de sa bulle. Alors là, on a vu tout à l'heure là, échange de jeunes, participation des jeunes, c'est nouveau. Ça n'existait pas avant sur Erasmus 2014-2020. C'est la possibilité pour des jeunes de participer à un projet local, c'est-à-dire que justement des jeunes sur une maison de quartier, dans une zone rurale, etc., peuvent décider de s'impliquer sur un projet sur plusieurs mois, etc., d'y consacrer X demi-journée le mercredi ou hors temps scolaire, etc., pour mettre en œuvre une action citoyenne sur son territoire, etc. Et donc, on va avoir le même type d'action sur le corps européen de solidarité, ça s'appelle projet de solidarité. Sur le volet participation des jeunes sur Erasmus Jeunesse,
on peut avoir des ados, puisque c'est de 13 à 30 ans, alors que sur le corps européen de solidarité, c'est à partir de 18 ans. Et autre spécificité aussi sur la participation des jeunes, ça peut être avec une dimension nationale ou transnationale, mais qui n'est pas obligatoire. Voilà. Excuse-moi, Charlène, c'était à toi de parler. Non, mais tu l'expliques très très bien, donc il n'y a aucun problème. Donc, petit zoom sur le sport maintenant, sur Erasmus Sport, qui en fait peut, si j'ai bien compris, être un petit peu regroupé sous chacune des 3 actions clés. Ouais. Donc, sur l'action clé 1, on a par exemple la mobilité des coachs sportifs ainsi que du staff. Sur l'action clé numéro 2, on sera plutôt pour l'échange de pratiques ou les événements à but non lucratif qui incluent donc la dimension européenne du sport. Et sur l'action clé numéro 3, ce sera plutôt la préparation et la mise en œuvre de l'agenda de l'UE sur le sport, des activités de dissémination et de sensibilisation. Donc, grosso modo, les territoires de projet, vous allez être plutôt sur les actions de type action clé 2. Alors, non, on ne finance pas le tournoi de foot des minimes du quartier, ou etc. Par contre, si on fait travailler des jeunes de plusieurs pays sur un échange autour des valeurs du sport, autour du respect des règles, de la lutte contre les discriminations, contre l'homophobie dans le rugby, contre, etc. Là, oui, on va être dans le champ de cette approche. Le sport comme vecteur d'inclusion, de respect, d'égalité des chances, etc. Donc, si moi, on travaille avec pour vous donner un exemple, on travaille avec la direction départementale de la protection judiciaire de la jeunesse sur un projet donc, avec des jeunes qui n'ont pas toujours été des saints. Et on travaille avec eux sur justement le respect des règles, etc. Mais comme plusieurs font de la boxe, ça va être un échange avec aussi des jeunes qui font de la boxe au Portugal, mais ils feront peut-être 2 matchs dans la semaine, ou etc. Mais derrière, c'est vraiment travailler ensemble sur un thème commun, etc. Voilà. Donc, il faut vraiment qu'il y ait ça. Après, ça peut être aussi tout ce qui est sport, santé, bien-être, comme participation à en lien avec les orientations sur la santé, de prévention des addictions, de la malbouffe ou autre. Voilà. Voilà. Alors là, on va pas vous le... Alors, si mes tableaux sont assez grands, c'est pour vous montrer sur les partenariats à petite échelle par rapport aux partenariats à grande échelle. Il suffit de 2 pays programmes. Donc là, sur un partenariat, il suffit que vous travaillez avec un autre partenaire. Donc alors que sur les partenariats plus importants, c'est minimum 3 pays. Et là, vous voyez le type de forfait de subvention. On est de 30 à 60 000 pour les petits partenariats. Et après, ça va sur 120 000, 250 000, 400 000 pour les gros partenariats. Bon. Peut-être que sur Erasmus, pour terminer, tu pourrais présenter là l'exemple.
Oui, donc un petit exemple d'application sur Erasmus+, pour le tourisme durable. Donc voilà, renforcer les capacités des professionnels dans le domaine du tourisme durable. Donc c'est un petit peu ce qu'on disait, cette idée de mêler Erasmus à un petit peu les enjeux d'aujourd'hui. Donc c'est voilà, c'est un projet qui réunit donc différents partenaires, alors en Belgique, au Royaume-Uni, en Allemagne également, et donc voilà, qui a pour objectif d'augmenter la qualité, l'offre, l'accessibilité de la formation en tourisme durable à travers l'Europe, de développer une plateforme de formation en ligne qui soit innovante et en libre accès et qui permette donc l'accès à la formation en tourisme durable pour le personnel des aires protégées, les entreprises, les autorités locales, régionales et autres, et aussi pour fournir donc des possibilités d'apprentissage en ligne et d'apprentissage mixte de la haute qualité grâce à la création d'un nouveau programme actualisé, donc soutenu par une boîte à outils de formation et basé sur les besoins des utilisateurs. Et donc diffuser ce programme de formation à travers les réseaux européens et nationaux, ce qui en fait regroupe à peu près tout ce qu'on a vu sur le principe même d'Erasmus. Donc voilà, vraiment le développement. C'est un bon exemple de projet. Là, il y a un PNR de la montagne de Reims qui est associé, mais un bon exemple de projet Erasmus qui peut parler, je pense, à des territoires de projet pour passer à peut-être un tourisme 4 saisons, pour passer, etc. Travailler avec des territoires similaires et développer des outils grâce à cette force et ces moyens, développer des outils que seuls vous ne pourriez pas développer au sein de votre territoire. Et on peut très bien imaginer, pour ceux qui sont sur de la copé leader, on peut très bien imaginer un projet qui démarre dans le cadre de la coopération leader et qui passe à une dimension supérieure dans le cadre d'un partenariat de coopération avec Erasmus pour s'inscrire dans la durée. Donc, tout à l'heure, je disais qu'un même projet ne pouvait pas être financé par deux financements européens, mais une stratégie peut, au fur et à mesure de son cycle de vie, sur une étude démarrée avec un programme et sur le développement d'applications adaptées, etc., qui nécessitent des moyens plus importants, passer sur un autre programme. Donc, ça, j'ai trouvé cet exemple particulièrement intéressant et dans l'air du temps par rapport aux réflexions que les territoires de projet peuvent avoir, quoi. Ça peut être, j'allais dire aussi, on peut l'imaginer sur ce qui est stratégie de mobilité durable, de stratégie d'adaptation au changement climatique, voilà. Donc, surtout que Erasmus, justement, ça sera important si on montre qu'il participe à cette transition, qu'un projet participe à la transition climatique et énergétique et numérique. Donc, quand on peut concilier, comme là, un projet avec, ils ont coché les cases, hein, quoi, durable, numérique, etc., on est bon là pour la nouvelle génération. Bon, ben, s'il n'y a pas plus de questions sur le programme Erasmus, on va pouvoir passer au corps européen de solidarité. Je pense qu'il s'il y a des questions, n'hésitez pas, parce que là, je vois qu'il n'y en a pas plus. Bon, alors on passe au corps européen. Ah, bon. Alors. Il y a une question. Alors, une idée. Ouais. Pourriez-vous donner une idée du plafond de financement Erasmus+.
Eh ben, on les avait tout à l'heure. Là, par exemple, il y avait alors là, c'est sur partenariat de coopération où il y avait les montants maximum, 400 000 euros comme montant maximum. Ça doit varier d'un volet à l'autre. C'était sur quel type d'action? En général. En général. Ben c'est que c'est difficile de répondre justement en général. Tout à l'heure, je le note, mais je vais regarder je vais vous donner un exemple. Pendant que Charlène sans perturber mon écran, je cherche un exemple sur un appel à proposition. Pendant que Charlène vous parle du corps européen de solidarité. Alors, pour le corps européen de solidarité, alors c'est le dernier règlement qui est publié à ce jour, donc règlement date du 8 juin 2021, un programme, donc un budget de 1 milliard d'euros. Et l'objectif de ce programme, c'est vraiment en 2 volets, donc participation des jeunes à l'activité de solidarité et la participation des jeunes à des activités de solidarité dans le domaine de l'aide européenne, de l'aide humanitaire cette fois. Donc l'objectif, c'est vraiment que les jeunes participent davantage aux activités de solidarité dans le cadre du volontariat essentiellement, et afin de renforcer la cohésion, solidarité, la démocratie, l'identité européenne et la citoyenneté active. Concernant ce programme, donc, qui soutient le volontariat, les actions de solidarité, 94% du budget va être alloué au premier volet, donc à la participation des jeunes à des activités de solidarité, et les 6 autres pourcents seront pour les activités de solidarité, mais dans le domaine de l'aide humanitaire. Donc, c'est un volet, enfin, c'est un programme qui s'adresse aux individus de 17 à 30 ans, voire 35 ans pour ce qui concerne le volet aide humanitaire. Voilà, je crois que c'était là-dessus, Claire, qu'on avait un petit exemple ensuite, si je ne me trompe pas. Grosso modo, sur le volontariat, c'est l'équivalent, la possibilité pour les jeunes de faire l'équivalent d'un service civique, mais dans un autre pays européen, ou vous, éventuellement, d'accueillir, si vous obtenez le label pour accueillir, d'accueillir un volontaire européen qui participe à vos actions, etc. Et sur les projets de solidarité, j'en ai parlé tout à l'heure rapidement par rapport à l'action nouvelle participation des jeunes dans le cadre du programme Erasmus, où là on est sur 18 à 30 ans, mais donc c'est seulement un petit groupe de 5 jeunes qui peuvent déposer un projet pour proposer une action dans leur village, quartier, territoire, etc. Et donc là, il y avait comme exemple des jeunes des quartiers de Marseille qui ont proposé comme projet de solidarité de faire découvrir la ville à des jeunes migrants. Et donc l'idée, c'était à la fois de leur faire découvrir, mais aussi de faciliter les rencontres entre jeunes migrants et jeunes de la ville de Marseille, pour dépasser aussi certaines idées reçues ou certaines, etc. Donc c'est un projet qui alors ça peut être un projet lié à la rénovation d'un patrimoine vernaculaire plus en péril, mais là, voilà, on est sur des projets qui portent certaines valeurs, mais qui peuvent être très simples,
Et je trouve intéressant à connaître. Alors, pour répondre aux questions que vous m'avez posées, je vais vous montrer là sur les coûts avant de passer à Europe Créative. Je zappe, comme vous voyez mon écran, vous allez aller dans ma boîte à outils. Vous allez aller dans ma boîte à outils. Il y a sur Erasmus, au fur et à mesure, là, ce qui est difficile, c'est qu'on n'a pas encore tous les outils précis, mais sur Erasmus Jeunesse, on a les fiches qui sont très bien faites de l'agence Erasmus. Et sur les partenariats, par exemple, vous allez voir dans les forfaits, c'est qu'on est toujours dans cette logique de forfait. C'est-à-dire que pour la gestion du projet, c'est 500 € par mois pour l'organisation partenaire. Pour les réunions, les forfaits pour les distances, pour les forfaits par participants, voilà. On raisonne sur ces programmes-là toujours en logique de forfait. Donc, faut garder les justificatifs au cas où pour montrer la réalité du déplacement, la réalité, etc. Mais lorsque vous demandez le versement, c'est par rapport à l'action réalisée. Est-ce que le projet s'est bien réalisé avec tant de personnes, etc. Donc, voilà pour la logique. Donc, c'est pour ça que c'est difficile de vous faire sinon on peut y passer la journée. Mais les outils existent pour justement vous informer. Il y a des petites fiches pratiques. Donc, est-ce que là, vous me dites, quand il y a des fiches pratiques de ce type, je reviens sur mon PowerPoint. Quand il y a des fiches pratiques de ce type, ce que je peux faire, c'est, avant de vous transmettre le PowerPoint, c'est de vous rajouter les liens vers ces fiches pratiques. Peut-être que vous n'ayez pas à les chercher systématiquement. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça n'existe pas sur tous les programmes, mais oui, ce serait super. Merci. Eh ben, hein ? Un avalanche de oui. Bon. Ben, je vais avoir une soirée studieuse. OK. Pendant que d'autres vont préparer leur appel à projet Voilà, pour Erasmus pour le 17. Répondre à l'appel à projet sport, etc. Allez, on passe à la culture. Allons-y. Donc, le programme Europe Créative. Alors, cette fois, l'objectif, c'est voilà, la préservation, le développement et la promotion de la diversité du patrimoine culturel et linguistique européen. Donc, voilà, c'est vraiment ça. 1,8 milliard d'euros de budget pour développer et promouvoir la diversité, le patrimoine culturel et linguistique et également pour accroître la compétitivité économique des secteurs culturels et tout particulièrement de l'audiovisuel. En pratique, c'est un programme qui est fait en 3 volets. On a un premier volet qui est le volet culture, donc qui couvre les secteurs de la culture et de la création, mais pas de l'audiovisuel. Ensuite, on a le volet média qui, lui, couvre le secteur de l'audiovisuel. Et enfin, un volet transsectoriel qui couvre en fait les actions qui relèvent de l'ensemble des secteurs culture et création. De manière indicative, la répartition du montant donc du budget, ça devrait être à peu près 33% pour le volet culture, 58% pour le volet média. Donc, on voit qu'on est quand même voilà, vraiment dans cette idée de promouvoir le secteur de l'audiovisuel et jusqu'à 9% pour le volet sectoriel. Pour information, les appels à propositions sur ce programme Europe Créative sont sortis.
Ils sont répertoriés donc, sur le site Europe Direct Pyrénées. Donc, on vous invite à aller jeter un œil si, si vous Alors, voulez voir. honnêtement, Europe Créative reste un programme très, très sélectif, etc. Donc, le niveau minimum pour avoir des programmes, pour avoir des financements, on va vous demander 5 partenaires dans 5 États membres, voire pour les gros projets à grande échelle, jusqu'à 10 partenaires dans 10 États membres, etc. Pareil pour les festivals de cinéma européens. Il faut que plus de 50% de la programmation du festival ne soit pas du pays de l'organisateur, et il faut qu'il y ait, je ne crois pas me tromper, c'est 10 ou 15 nationalités représentées. Donc, ce n'est pas le festival, le micro-festival, etc. Moi, honnêtement, je me suis cassé les dents, même avec un opérateur sérieux. Sur la fin là, des programmes sectoriels, j'allais dire, on vous en parle, etc. Ce n'est pas là où on a les entrées les plus faciles. Autant sur Erasmus, même sur Life, etc., on peut y arriver. Sur Europe Créative, c'est quand même pas gagné, sauf si vous avez sur votre territoire un opérateur culturel important, etc. Même sur le volet transsectoriel. Je ne vois pas le chat. Qu'est-ce qui est demandé? Si ça s'applique même sur le volet transsectoriel, cette concurrence. Oui. Donc, quand vous voyez là, si vous allez sur les listes de projets qui ont été retenus, etc., vous verrez qu'on n'est pas sur on est loin d'être sur du micro-projet. On passe à Horizon Europe. J'avais pas le micro. Pour qu'on termine les différents programmes et que vous puissiez reposer quelques questions avant la fin du webinaire qui devait se terminer, je crois, à 15h30. Donc, ça va aller vite. Oui. Donc ensuite, Horizon Europe. Cette fois, l'objectif de générer un impact scientifique, technologique, économique à partir des investissements de l'UE dans la recherche et l'innovation, pour favoriser la compétitivité de l'Union européenne. Gros budget cette fois-ci, puisqu'on est sur 95,5 milliards d'euros sur ce programme. Donc voilà, comme je l'ai dit, l'objectif, c'est de favoriser l'excellence scientifique, de générer des connaissances, de renforcer l'impact de la recherche et de l'innovation sur l'élaboration, le soutien et la mise en œuvre des politiques de l'Union, et donc enfin promouvoir toutes les formes d'innovation. En pratique, c'est un programme qui réside sur 3 piliers. Donc on a un premier pilier qui s'appelle Sciences d'excellence. L'objectif, c'est de soutenir donc les projets de recherche exploratoire, les bourses et les échanges pour chercheurs. Donc, c'est de type les programmes Marie Curie, si je ne dis pas de bêtises. Ensuite, on a un pilier problématique mondiale et compétitivité industrielle européenne. Un pilier pour l'Europe plus innovante. Donc là, c'est l'idée de faire de l'Europe un précurseur en matière d'innovation et créatrice de marché. Et une partie pour élargir la participation et renforcer l'EER. Voilà, donc ça c'est l'objectif de ce programme.
Voilà, ça c'est ce que je viens de... Cette diapositive-là, c'est voilà, ce que je viens de dire avec un peu plus de détails. C'est un peu comme tout à l'heure quand on parlait de l'économie circulaire. J'allais dire, il y a des thématiques Horizon Europe qui sont récurrentes d'une nation à l'autre. On a des thématiques qui montent de plus en puissance, comme la santé, le numérique, le climat, la mobilité, mais aussi le volet alimentation, bioéconomie, ressources naturelles, agriculture et environnement. Donc là, c'est plus si vous avez sur vos territoires de projets des acteurs qui sont plus de la recherche-développement, etc., qu'ils vont pouvoir s'inscrire dans un projet Horizon Europe, quoi. Donc, j'allais dire, un territoire de projet seul ne va pas conduire un projet Horizon Europe, mais s'il s'associe avec un labo d'une université ou d'un organisme agricole voisin, etc., pour travailler sur une thématique, oui, il peut bénéficier d'Horizon Europe. Mais là, j'allais dire, je pense que moi, pour ce type de programme, alors, il y a quand même des cartes interactives qui montrent quels sont les projets qui sont financés sur les différents territoires, etc. Sur un programme comme Horizon Europe, ce qui pourrait être intéressant, c'est déjà que vous essayiez de savoir si sur votre territoire, à travers les cartes interactives qui sont publiées, s'il y a des acteurs qui ont participé à un programme Horizon Europe ou à un LIFE, etc. Parce que parfois, on ignore même ce que les uns et les autres font avec des crédits européens sur son territoire, parce que la visibilité n'est pas toujours de mise. Et il peut y avoir des actions dans lesquelles vous pouvez être, en tant que territoire de projet, partenaire ou associé. Pour donner un exemple, je me rappelle d'un colloque dans le Gard au niveau de l'Arc latin, sur les régions méditerranéennes, sur tout ce qui était alimentation méditerranéenne, etc. Et en fait, j'avais pris justement et j'avais montré que sur le territoire, il y avait à la fois un projet Erasmus, un projet Leader, un projet recherche-développement, un projet FEDER, et certains avaient travaillé exactement sur le même type d'outils et autres, et ne se connaissaient pas mutuellement. Donc, je pense que ça peut être important. N'hésitez pas à solliciter les centres Europe Direct qui peuvent vous aider à repérer qui a bénéficié d'un programme sur votre territoire, etc., pour créer des ponts et peut-être, dans ce cas-là, se mettre en capacité, non pas de porter un projet Horizon Europe, mais d'être partenaire d'un projet de plus grande taille. Alors, c'est comme marché unique. Marché unique, vous devez vous dire, on est loin de nos préoccupations en tant que territoire de projet ou non. Mais non, parce que dans marché unique, il y a l'ancien programme COSME qui notamment a des axes sur le tourisme. Et par exemple, le programme COSME qui fait partie maintenant de marché unique, il a financé des routes, une route du chocolat. Il a financé, c'est le Gers, il y a une route d'Artagnan, des routes culturelles, thématiques, etc. Donc, il y a des appels à projets sur ça. Il y avait des appels à projets spécifiques sur COSME, liés au tourisme, liés notamment
à l'adaptation du tourisme aussi au vieillissement de la population, etc. Donc, et là, vous pouvez, sur par exemple ces projets d'itinéraires thématiques, vous pouvez très bien être partenaire d'un projet qui réunit autant des professionnels que des structures touristiques que des territoires de projet. Bon, là, c'est le détail des actions financées. La santé, c'est le nouveau programme, j'allais dire, la pandémie a fait que l'Union européenne a dû venir en appui encore plus que par le passé aux États membres sur une stratégie européenne en matière de santé. Du coup, il y avait déjà des campagnes de prévention, de lutte par rapport à certaines pathologies, etc., et des moyens mis en commun. Mais là, le volet santé va être complémentaire des axes santé qui vont être intégrés pour les services de proximité dans les programmes opérationnels de la politique régionale. Vous ayez à vous positionner dans les 7 ans à venir sur ce programme, mais on ne sait jamais. Faudra voir les appels à projets qui sortent, s'il n'y a pas des appels à projets d'expérimentation par rapport à des territoires transfrontaliers ou des déserts médicaux, etc. Donc, c'est à suivre. On n'a pas encore le détail de ce qui va être proposé dans le cadre de ce programme. Et c'est pareil sur le dernier programme qui est celui de l'Europe numérique. Suivant les régions, dans les programmes opérationnels de la politique régionale, il y aura un volet numérique à la fois sur les tuyaux, mais aussi sur les usages du numérique, tous, avec de la formation pour qu'il n'y ait pas une fracture numérique en termes d'accessibilité, mais aussi de maîtrise, etc. Et là, en fait, sur le programme Europe numérique, ça va être plutôt dédié aux métiers de demain, aux formations justement dans les PME, etc. Donc, vous n'allez peut-être pas vous positionner sur l'objectif cybersécurité, etc. Mais il faudra voir la complémentarité entre sur les usages et sur les compétences avec le Fonds social européen qui seront dans les programmes de la politique régionale. Moi, on va arriver à la fin. Moi, ce que j'aurais tendance à vous dire sur les territoires de projet, c'est quand vous avez un projet et qu'il ne rentre pas dans la case des programmes européens que vous maîtrisez, LEADER, FEDER, FEADER, etc., n'hésitez pas à consulter les fiches pratiques, à voir qui gère tel programme pour ne pas louper une occasion. Parce que parfois, on s'auto-censure en se disant « non, ça, c'est pas pour moi, ça, etc. » Donc, il y a une complémentarité entre les différents projets. Bon, donc, Michael le disait, je suis nouvelle administratrice de l'ANPP et je vais aider l'équipe de l'ANPP à étoffer la partie Europe du site web pour peut-être, ou dans les lettres d'information, les mails que l'ANPP vous envoie,
peut-être valoriser peut-être un peu plus souvent des exemples de projets financés par l'Europe sur lesquels des territoires de projets sont impliqués. Pour vous donner des idées et vous dire, bon, bah, si eux l'ont fait, etc. Moi, ça m'intéresse derrière, puisque là, Paco vous a dit de remplir le questionnaire. N'hésitez pas à nous dire, bon là je vais compléter, j'ai noté que je vais compléter avec les liens vers les fiches pratiques quand elles existent. Si je trouve un ou deux projets complémentaires, à la limite, il vaut mieux que je prenne 2 jours de plus pour vous envoyer la version définitive, mais si je trouve un ou deux projets qui illustre un des programmes sectoriels, je vous le transmettrai. Mais n'hésitez pas à dire là, soit dans le chat, soit vous exprimer, on peut prendre 5 minutes pour dire ce que vous souhaitez, si c'est des exemples de projets, si c'est par la veille informative, moi je peux, c'est vrai qu'on a prévu, vous n'allez pas chaque matin lire le journal officiel ou aller sur mon site web pour voir si un appel à proposition est sorti. C'est peut-être, moi j'alerte l'ANPP et l'ANPP vous diffuse dans ses lettres, dans ses mails, etc., les appels à projets, les appels à proposition Europe Créative sont sortis ou voilà. Dites-nous ce que, voilà, pour que... alors, Lorraine, pour tous les programmes sectoriels, au minimum 2 à 3 partenaires, non, il y a des programmes où ce n'est, parfois, il n'y a même pas de transnationalité nécessaire. C'est pour ça que c'est difficile. Pour l'instant, les fiches que je vous ai montrées tout à l'heure, les programmes, etc., je les ai faites sur le modèle des fiches que j'avais fait sur les programmes 2014-2020, mais je vais essayer de rajouter des fiches à la fin, de les améliorer avec justement peut-être des tableaux un peu plus synthétiques sur s'il y a un minimum de partenaires, s'il y a les coûts, etc. Ça sera un premier jet au fur et à mesure de la parution des règlements. Et ensuite, quand je m'ennuierai, ou quand on s'ennuiera au niveau de ma petite équipe, on essaiera de faire des fiches un peu plus sexy et un peu plus concrètes. Voilà. Voilà. Bon, donc, en effet, bon, je vois les réactions. Bon, on va voir derrière avec l'équipe de la NPP. Pour la veille informative, moi, en effet, je transmettrai et l'alerte vous sera transmise par les flash infos quotidiens ou autres, etc. C'est le plus simple que ça passe par là. N'hésitez pas aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, à consulter Aide Territoire et à vous rapprocher des centres Europe Direct près de chez vous. Voilà, moi, c'est pareil, là, sur les appels à propositions, dans la catégorie financement, par exemple, sur les appels à propositions, citoyenneté, corps européen, Erasmus, voilà, Europe Créative, ils sont bien gentils, mais ils m'ont sorti 18 appels à propositions là, en 10 jours, quoi. Donc, pour suivre le rythme, ce n'est pas forcément évident, mais j'essaye de mettre les informations essentielles
là, minimum 3 entités, etc., le type d'action et autres, voilà, pour qu'il y ait un minimum. Mais donc, en effet, le plus simple, c'est les alertes via l'NPP. Voilà. Ben, je pense que on va pouvoir clore ce webinaire. Donc, je peaufine le PowerPoint et je vous l'envoie. On verra en cours d'été, pendant qu'on finit de préparer tous les outils informatifs, etc., comment on se met en ordre de bataille pour que, à la rentrée de septembre, normalement, tout le paquet législatif aura été publié, on puisse mieux vous informer, vous alerter et vous accompagner. Merci, Charlène. Avec plaisir. Et merci à vous tous et tous et à